bonjour, on va commencer. Donc on a une séance co-organisée avec le Centre en études de genre et le CRAPUL, donc comme je l'ai anticipé aux intervenants d'un public mixte, politistes et du genre. Et on est très heureux donc, de recevoir pour la présentation de cet ouvrage au tribunal des couples. Donc l'ouvrage est issu d'un collectif, néanmoins ici incarné par deux chercheuses qui sont Hélène Steinmetz, qui est maître de conf à l'Université du Havre, qui a plutôt travaillé sur des questions d'habitat et d'accès à la propriété des milieux populaires, mais qui était impliquée dans l'enquête collective, et Aurélie Fillot-Chabot, qui a publié récemment une thèse sur la cause des pères, entre guillemets, et qui, du coup, le sujet était peut-être plus proche de l'enquête collective. Donc, si elles sont deux, c'est parce que le collectif 11 a des règles strictes, c'est qu'on ne présente pas le collectif en solo. Et donc, c'est toujours au moins incarné par deux chercheurs ou chercheuses de l'équipe. Donc, on a fait circuler, j'espère que tout le monde a eu le chapitre 4 qui porte sur la question des enfants. Mais pour ceux et celles qui auraient lu l'ensemble de l'ouvrage, c'est un ouvrage, c'est une enquête hyper impressionnante par le dispositif mis en place. Donc, on se réjouit, comme on dit en Suisse, de vous entendre. Et puis, Éléonore lancera la discussion après la présentation. Alors c'est moi qui vais commencer, on va selon nos strictes règles de partage de la parole, on renverra la balle avec Aurélie plusieurs fois pour l'intervention. Donc, on vient vous présenter cet ouvrage que nous a présenté Martina, et plus généralement l'enquête qui a mené, et puis je dirais aussi un ou deux mots de l'enquête qui continue après cet ouvrage, même si je pense que je ne vais pas m'attarder sur la question, mais voilà, pour situer le travail. Alors, donc on est Aurélie, alors puisque c'est quand même nous qui incarnons le collectif, voilà, je vais signaler qu'en fait toutes les deux, donc on est membres de cette équipe de recherche qui a donné lieu à la rédaction de l'ouvrage au tribunal des couples, à peu près depuis le début en fait de la recherche, c'est-à-dire à peu près depuis fin 2008, début 2009, c'est le moment où on a vraiment commencé à lancer l'enquête dans les tribunaux aux affaires familiales, à l'époque dans un premier tribunal aux affaires familiales français, ce qui s'est prolongé dans 3 autres tribunaux ensuite. Et alors oui, effectivement, on n'était pas forcément un collectif de gens qui travaillaient tous sur les questions. En fait, personne n'était vraiment spécialiste de cet objet avant. Hein. On avait chacun nos spécialités diverses et variées, mais une partie de l'équipe venait en gros de la sociologie de la famille, une sociologie qui s'intéressait beaucoup aux dimensions économiques de la famille, ce qui se voit encore dans l'ouvrage, j'espère. Voilà. Par contre, on n'était pas vraiment des grands spécialistes de sociologie du droit et de l'institution judiciaire. Donc ça s'est fait un peu sur le tas. Hein. On s'est, au fur et à mesure de l'enquête, voilà, acclimaté à ces questions de sociologie du droit ou de la justice. On peut discuter ce que c'est. Voilà. Il a fallu, voilà, ça nous a demandé quelques efforts pour nous mettre dans ces questions. Mais de fait, et c'est ce que reflète le titre de l'ouvrage au tribunal des couples, notre enquête elle est centrée sur l'institution judiciaire et ce que la justice aux affaires familiales fait aux couples qui se séparent, donc j'y reviendrai plus précisément, ce qui n'était pas forcément l'idée d'origine. Alors donc depuis fin début 2009, en fait, c'est une enquête collective qui, en gros, on peut dire qu'il y a 2 grandes phases. Une première phase centrée sur les tribunaux de grande instance. Donc première instance en fait, donc avant on n'a pas travaillé sur l'appel dans l'enquête qui donne lieu à cet ouvrage, donc les premières décisions, en tout cas le premier niveau de juridiction qui traite des situations diverses des couples séparés ou en instance de séparation. Cette première phase, voilà, elle a mobilisé bien plus que 11 personnes en réalité. Hein, voilà, dans l'ouvrage, vous trouvez normalement la liste complète des gens qui ont participé à l'enquête à un moment ou à un autre, de façon très ponctuelle. Voilà.
Mais finalement, on a été 11 à rester et à écrire le livre ensemble. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je signale juste que ce n'est pas un ouvrage où on a chacun signé un morceau. En fait, on a essayé d'écrire tous ensemble, ce qui est un peu compliqué. Mais en fait, voilà, normalement, ça se lit d'un seul tenant. Il n'y a pas de rupture liée au fait que telle personne a écrit tel chapitre. Voilà. On a tous retravaillé sur plein de bouts différents de l'ouvrage au fur et à mesure. Bon. Et puis juste, voilà, pour situer, il y a une deuxième phase de l'enquête qui se poursuit actuellement, qui est financée par une ANR et qui porte là sur des choses qu'on n'a pas vues dans ce livre. Voilà, et peut-être il y aura des questions là-dessus, qui sont les cours d'appel. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand un des ex-conjoints fait appel. Les avocats, ce qui se passe dans les cabinets d'avocats. Donc avant le moment où on voit ce qui se joue au tribunal, là, souvent les conjoints sont passés par des cabinets d'avocats. Il y a déjà des choses qui se sont faites, voilà, et que nous, on n'a pas vraiment eu l'occasion de travailler très précisément dans la première phase de l'enquête. Et puis aussi un petit peu, et ça touche pas mal à la question sur laquelle on va un peu se focaliser aujourd'hui, on travaille aussi un peu sur la fabrique du droit de la famille ou les transformations du droit de la famille. Voilà. Et je dis que ça touche un peu à l'angle qu'on va prendre aujourd'hui, parce que la question des enfants, et notamment de la résidence des enfants ou de la prise en charge quotidienne des enfants, le partage de la résidence entre père et mère à l'issue des séparations, c'est un sujet qui est assez chaud depuis déjà pas mal d'années, mais qui en termes d'actualité politique, en tout cas qui était en 2014, ça s'est un peu refroidi là, en début d'année, puisqu'il y avait une proposition de loi du groupe socialiste et vert à l'Assemblée nationale française qui proposait de modifier un certain nombre des dispositions qui régissaient le droit de la famille au moment où nous on a fait l'enquête. Donc voilà, Aurélie nous en dira quelques mots. Alors, je passe quand même à l'introduction. Je vais redire des choses que je viens de déjà dire. Alors, voilà, pour situer l'ouvrage, c'est une enquête collective qui a eu lieu dans 4 tribunaux de grande instance français, donc qu'on a anonymisé bien évidemment. Voilà. Donc 4 tribunaux qu'on a appelés dans l'ouvrage Bell, Carmy, Marjac et Valin, qu'on a essayé de choisir de manière à diversifier les types de tribunaux, à la fois en termes d'implantation. Donc il y a des tribunaux qui sont en région parisienne, d'autres qui sont à l'extérieur de la région parisienne. Il y a des petits tribunaux, en tout cas il y en a un qui est particulièrement petit et il y en a des plus grands, voilà. Touchant à des zones plus rurales ou plus urbanisées, même si là-dessus on n'a pas été... les différences entre nos tribunaux n'étaient pas si marquées que ça, in fine, quand on a bien vérifié, mais bon, voilà. Donc on a essayé de varier les types de tribunaux dans lesquels on allait enquêter. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est justement la méthodologie de l'enquête, comment on a fait pour se saisir de cette question du traitement judiciaire des séparations conjugales. Alors, notre idée de départ, c'était qu'on avait envie d'observer des audiences. En tout cas, c'est venu assez vite. On voulait voir ce qui se passait entre les magistrats, les professeurs du droit et les justiciables au moment des audiences aux affaires familiales. Audiences qui, en France, sont à huis clos. Donc, ça a été un processus relativement complexe pour négocier la possibilité d'y assister. Voilà. Mais possibilité qu'on a finalement obtenue, notamment avec le soutien de la mission droit et justice du ministère de la Justice, dans ces 4 tribunaux. Et le principal matériau de l'enquête, je dirais, qui est restitué dans cet ouvrage, en tout cas le matériau le plus central, c'est l'observation de 40 demi-journées d'audience. Alors 40 demi-journées d'audience, ça fait à peu près 330 affaires. Parce que si vous faites un calcul rapide dans votre tête, vous vous rendez compte que du coup ça fait défiler beaucoup de gens par demi-journée d'audience, ce qui est une des premières constatations qu'on a faites. Voilà, conduite par 16, alors JAF, un premier sigle qu'il faut éclairer, donc juges aux affaires familiales différents, et cette enquête sur les audiences, elle s'est déroulée en 2009-2010 à peu près. Voilà. Ça c'est le matériau qu'on a commencé en tout cas qui a été central dans notre enquête, mais on a essayé de ne pas s'en tenir à l'observation de ce qui se jouait au moment de l'audience, pour plusieurs raisons. Voilà. Donc, je n'ai pas expliqué en réalité qu'est-ce que c'est que l'audience aux affaires familiales, mais bon, de manière assez intuitive, on va dire, lorsque l'un ou l'autre des justiciables, des parents ou des ex-conjoints ou des futurs ex-conjoints impliqués dans une procédure de séparation conjugale saisissent la justice, eh bien, ils vont être reçus par un juge, alors une fois ou plusieurs fois, ça dépend des cas, mais au moins une fois, et toujours au moins une fois dans le cas français, ce qui n'est pas toujours le cas partout.
Alors, Assas, c'est justement ces 40 demi-journées d'audience, ça nous faisait 330 affaires qu'on avait observées, voilà, et on a essayé de combiner les méthodes, notamment en adjoignant à l'observation de ces 40 demi-journées d'audience une objectivation statistique de ce qui s'était passé pendant les audiences. Et on a construit une petite base de données, celle qu'on a appelée la base audience, parce qu'on a une autre base, où on a saisi ces 330 affaires à partir avec une soixantaine de variables, résumant ce qu'on y trouvait. Et pour donner un exemple de l'intérêt de la construction de cette base de données, ça nous a notamment, en tout cas c'est un des trucs qui a été le plus important, permis d'objectiver le temps voilà, que consacrent les magistrats à chaque affaire, et différentiellement aussi à certains types d'affaires par rapport à d'autres. Donc sur quel type d'affaires les magistrats vont-ils passer plus de temps que d'autres, hein? Est-ce que les magistrats passent plus de temps en audience sur des affaires lorsque les justiciables ont des avocats, lorsqu'ils n'en ont pas? C'est ce qu'on avait aussi dans notre base. Voilà. Et en tout cas, ça a été, ce matériau il a été très utile pour tout le début de l'ouvrage, où on explique justement les conditions de la rapidité de la justice aux affaires familiales en France. Voilà. À cela, en fait, justement parce que le moment de l'audience, c'est pas le seul moment du travail des professionnels du droit sur les affaires familiales, on a travaillé sur ce que les magistrats appellent les dossiers vivants, donc par opposition à des dossiers morts. Dossiers vivants, c'est les dossiers en cours, attenant à ces affaires, pour la plupart, mais on en a observé aussi, on a travaillé aussi sur quelques dossiers qui n'étaient pas directement attenants aux affaires observées, et donc on a travaillé sur ces dossiers judiciaires qui, et ça c'était une surprise au moment de la négociation du terrain, ça dérangeait beaucoup moins les magistrats de nous donner leur dossier que nous laisser assister à des audiences. C'est en fait eux qui nous ont proposé de les voir dans la plupart des cas, et ils tenaient absolument à ce qu'on les voie, parce qu'ils considéraient que ce qui se passait à l'audience n'était pas forcément suffisant pour comprendre le processus judiciaire. En quoi ils avaient probablement raison. Voilà. Et puis, on a complété ce travail sur des dossiers avec des entretiens qu'on a menés avec des juges qu'on avait observés, aussi des juges qu'on n'avait pas observé les audiences. Mais à vrai dire, ce qui a été vraiment le plus intéressant, enfin, Aurélie, tu confirmeras ou pas, mais c'est le fait de mener des entretiens à chaud avec les juges dont on venait d'observer les audiences. Donc ça, dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on a fait, pas systématiquement, mais dans beaucoup de cas, c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai qu'à travers ces entretiens, on cherchait à faire des entretiens biographiques, classiques, etc., mais aussi à essayer de comprendre sur le moment quelle perception ils avaient des affaires, quelle perception ils avaient des justiciables, comment ils catégorisaient les justiciables, qu'est-ce qu'ils en retenaient. Voilà. Alors, il ne s'agissait pas uniquement de comprendre la décision, voilà, mais justement de comprendre ce qui s'était joué pendant l'audience à travers le regard que les juges portaient sur ces affaires. Alors à cela sont adjoints des entretiens avec d'autres professionnels du droit, comme des greffières, des enquêteurs sociaux et quelques avocats, mais c'est vrai que ce n'est pas le matériau qu'on mobilise le plus dans l'enquête, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis, alors ça faisait partie du projet de départ, on avait un projet, on va faire de l'ethnographie, on veut faire des statistiques, voilà, on veut combiner tout ça, et on a certes fait un travail statistique avec la base d'audience, mais surtout, on a tiré 400 dossiers, alors seulement 400 pour des raisons de nos petites forces limitées pour la saisie, même si on était nombreux, on n'a pas réussi à faire plus. Voilà, mais 400 dossiers à partir d'un échantillonnage rigoureux, voilà, qui nous a permis de produire des données statistiques. Alors, on va se dire pourquoi est-ce que vous embêtez à produire des données statistiques sur les procédures aux affaires familiales, puisque le ministère de la Justice en sort chaque année, etc. Mais en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'est de produire des données comprenant un certain nombre de variables que le ministère de la Justice ne met jamais dans ses, voilà, c'est-à-dire la CSP, d'une part, et puis, alors maintenant ils les mettent, mais voilà, à l'époque c'était pas le cas, les demandes des parties. Alors, parce que ça va être un point de l'argumentation qui est important, pour comprendre comment se fait l'attribution de la résidence des enfants aux parents dans les conflits qui accompagnent les séparations conjugales. Il ne suffit pas de regarder la décision, il faut regarder ce qu'ont demandé les parents en amont. Et notamment, lorsqu'on regarde ce que demandaient les parents en amont, ça a déconstruit l'idée que les juges donnent la résidence des enfants aux mères. Ça ne tient plus une fois qu'on a vu ce que demandaient les parents. Voilà. Je reste là-dessus. Donc voilà, suspense, un peu éventé. Voilà, donc en tout cas, la base dossier, c'est
c'est une base qui nous a permis d'intégrer plein d'autres variables, mais surtout la CSP et les demandes des parties, des justiciables, des pères et des mères, qui ne sont pas présents la plupart du temps dans les statistiques que produit le ministère de la Justice. Alors, oui, ça c'est nos photos traditionnelles, je ne sais pas si on les voit très bien, qui sont censées illustrer le fait qu'on était nombreux à faire cette enquête et qu'on travaillait tous ensemble dans des petites salles de tribunaux. Pas très bien. Voilà, il n'y a pas de photo de la cave du tribunal de Cary où nous avons passé beaucoup de temps. Mais voilà, c'est une partie de l'équipe qui a mené à la rédaction de cet ouvrage. Alors, cette slide ne paraît peut-être pas complètement nécessaire. Donc, tout ça pour dire que cet ouvrage, on cherche à restituer les principaux résultats de notre enquête sur le traitement judiciaire des séparations conjugales. Il faut, pour que l'objet soit bien clair, préciser une chose, c'est que on parle évidemment quand on parle d'affaires familiales, voilà, on parle à la fois de couples mariés qui divorcent, mais on parle beaucoup aussi, tout aussi souvent, de parents de sexes différents à l'époque de notre enquête, qui sont non ou plus mariés, déjà divorcés ou qui n'ont jamais été mariés, mais qui ont des enfants. Voilà. Des couples qui ont eu des enfants dans le cadre du mariage, qui sont déjà divorcés ou qui n'ont jamais été mariés et qui recourent à la justice dans ce cas spécifiquement pour s'occuper de la prise en charge de leurs enfants. Donc en gros, on peut avoir des couples mariés qui divorcent, qui n'ont pas d'enfants, qui passent devant le tribunal pour régler des questions financières et patrimoniales ou pour régler des questions liées à leurs enfants. Mais lorsque c'est des couples non mariés, ils vont recourir à la justice uniquement pour des décisions qui concernent leurs enfants. C'est le cas en raison du cadre juridique qui régit le droit de la famille. Et donc, notre enquête, elle ne porte pas que sur la question des enfants, de la prise en charge des enfants. N'empêche que 86% des affaires qu'on a observées, c'était des affaires où les justiciables avaient des choses à régler en rapport avec leurs enfants. Voilà. 86% de ces affaires concernaient un ou plusieurs des couples ayant un ou plusieurs enfants à charge et qui venaient faire régler des litiges ou des désaccords voilà, en rapport avec ces enfants. Ce qui fait que l'ouvrage ne traite pas que de la question des enfants, mais elle y est très présente. Alors, je continue en vous présentant l'économie générale de l'ouvrage, voilà, comment on a structuré cet ouvrage et quels sont les principaux résultats qu'on veut mettre en avant. Puis après, on se centrera justement sur ce fameux chapitre 4, où la question des enfants est centrale. Donc, l'économie de notre ouvrage. La première chose qui nous a frappé quand on a fait notre terrain, et je l'ai déjà éventé ce résultat, c'est la rapidité avec laquelle la justice aux affaires familiales en France traite les contentieux. Alors, la rapidité, ça ne veut pas dire que les affaires finissent très très vite, enfin que votre cas est réglé très vite. Encore que, c'est une priorité pour le ministère de la Justice que de raccourcir les délais de prise en charge des justiciables qui déposent des requêtes en rapport avec des conflits familiaux. Mais quand on parle de rapidité, c'est plutôt dans le temps que consacrent les magistrats à traiter chacune des affaires. En tout cas, c'est ça qui nous a frappé. Ça correspond très bien à cette expression qui est la justice de masse. Une justice de masse qui va très vite, et qui va très vite, ça c'est l'objet du chapitre 1, toutefois pas en n'allouant pas forcément exactement ses moyens de la même manière à chaque justiciable. Voilà. Et donc, disons que le premier chapitre de l'ouvrage, il est consacré à la description à la fois des raisons pour lesquelles ça va vite et des conséquences de cette rapidité. Avec l'idée notamment que pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que en fonction que les justiciables de différents milieux sociaux ne recourent pas de la même manière à la justice aux affaires familiales, ne recourent pas aux mêmes procédures. Ils vont recourir, des justiciables, par exemple, de classe moyenne sub, vont plutôt recourir à des procédures consensuelles, consentement mutuel, etc. Eh bien, les affaires seront traitées, justement, aboutiront plus ou moins vite selon la position sociale des conjoints. Et par ailleurs, et ça c'est le chapitre 2, même si, outre le fait que les
les moyens consacrés par l'institution judiciaire aux conjoints n'est pas similaire selon qui sont les conjoints. C'est aussi la manière dont ils traitent les dossiers n'est pas, là aussi, identique dans tous les cas. Le chapitre 2, en fait, il porte sur la question du traitement de la vie privée par l'institution judiciaire, la vie privée des ex-conjoints. Et ce qu'on y observe, c'est tout d'abord que, de manière générale, parce que, pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, les questions intimes, les questions liées par exemple à l'adultère, à la faute, à l'origine de la séparation, sont de plus en plus évacuées par l'institution judiciaire des procédures. Donc, il est de moins en moins fréquent que les juges sachent ou prennent en compte les origines de la séparation, les sources de la séparation, cette dimension-là de la vie privée dans le traitement des dossiers. Néanmoins, à travers la question des enfants, notamment, il y a évidemment un regard des magistrats et des professionnels du droit sur la vie privée des justiciables. Ça passe de moins en moins par la question de la faute et des causes de la séparation, ça passe de plus en plus par la question des enfants. Bon. Et là, de ce point de vue-là, on essaye de mettre en évidence, même si on raconte d'autres choses, que on va dire l'intrusion judiciaire dans, par exemple, les styles parentaux et les styles éducatifs des parents, elle n'est pas la même selon qui sont les justiciables. Voilà. Et par ailleurs, que hommes et femmes ne vont pas se trouver, dans la même position vis-à-vis de l'institution judiciaire quand il s'agira de solliciter les juges pour savoir ce qui se passe chez eux. Voilà. Donc, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte, mais voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, les femmes sont beaucoup plus amenées à saisir la justice aux affaires familiales sur un certain nombre de points voilà, que les hommes, et se conforment beaucoup plus aux attentes de l'institution judiciaire lorsque voilà, le regard judiciaire se fait plus précis. Voilà. Parce que notamment, elles sont dépendantes des décisions des juges pour tout ce qui concerne leur situation économique et la question de la fixation des pensions alimentaires qui est cruciale, bien évidemment. Alors, le chapitre 3, il se concentre sur les professionnels du droit et notamment sur les juges, pas uniquement, les greffières aussi. On s'intéresse dans ce chapitre en fait à une question qui est un peu une question qui traîne dans les médias depuis maintenant, je pense une vingtaine d'années. Voilà, qui est est-ce que la justice aux affaires familiales en France est une justice de genre. Alors oui, sauf que en tout cas, tel que c'est formulé comme ça, voilà. Est-ce que c'est des juges femmes qui jugent en faveur des femmes? C'est l'accusation qui est celle qui est portée par les associations de pairs, en gros, voilà, qui disent la justice aux affaires familiales, les juges aux affaires familiales, c'est un groupe professionnel très féminisé. En raison de cette féminisation, les juges femmes prendraient des décisions favorables aux femmes. La preuve, 86% de la résidence des enfants se voient confiés à leur mère. Voilà. Donc là, on s'attelle à cette question un peu de biais en fait, dans ce chapitre, en revenant sur ce qui différencie les juges hommes et les juges femmes, et en montrant deux choses. D'une part, les juges hommes et les juges femmes, effectivement, ne traitent pas les affaires exactement de la même manière, pour des raisons qui sont liées à leur trajectoire professionnelle principalement. Voilà. Mais d'autre part, et c'est ce qu'on voit au début du chapitre 4, juges hommes et juges femmes prennent des décisions très très proches, statistiquement, voilà, concernant la résidence des enfants. Donc certes, nous, dans nos observations, vous voyez bien que les juges, les magistrates et les magistrats, en tout cas une partie des magistrates avaient des pratiques professionnelles assez spécifiques et qui étaient tout à fait en opposition avec celles d'une bonne partie des magistrats hommes. Voilà. Pour autant, ça n'a pas d'effet direct sur les décisions concernant la résidence des enfants. Et ça, il y a une raison assez simple à cela, sur laquelle tu reviendras Aurélie, c'est que c'est moins les décisions des juges que les demandes des parties, comme je l'ai déjà dit, qui déterminent la résidence des enfants. Bon. Alors, les chapitres 4 et 5 dans l'ouvrage, je passe beaucoup trop de temps, voilà, c'est ce dont on va parler là.
En gros, le chapitre 4 et 5 portent vraiment sur les enfants sous deux angles. Le premier angle, c'est la prise en charge matérielle, qui s'occupe des enfants, comment s'organise la prise en charge matérielle des enfants par les parents après la séparation. Et le chapitre 5 porte spécifiquement sur la question de l'argent. Voilà, voilà, l'argent des enfants, notamment. Donc la pension annuelle, la contribution à l'entretien des enfants. Voilà, j'ai parlé trop longtemps et oui, et ben voilà, donc c'était pour résumer. Alors, ce qu'on essaye de faire dans cet ouvrage, évidemment, donc là vous avez compris, c'est de mettre en évidence comment l'institution judiciaire, à la fois contribue à des inégalités de traitement liées à la classe sociale, mais aussi au genre, et en particulier contribue à construire des rôles parentaux différenciés et à maintenir des rôles parentaux différenciés entre les parents. Aurélie, je te laisse la parole peut-être. Donc, je vais vous présenter, en fait, là, ce qu'on vous présente, c'est tout simplement le plan du chapitre, qui tourne autour de trois axes principaux. Le premier axe, que je vais vous présenter maintenant, autour du fait que, tout simplement, la résidence des enfants est principalement fixée chez la mère, et que c'est quelque chose de complètement majoritaire. Donc, je vais vous expliquer pourquoi et en quoi ça consiste. Hélène ensuite vous parlera du principe de coparentalité, qui est une manière, qui est une notion qui est saisie par les juges pour préserver la place des pères après la séparation des parents. Et enfin, je vous parlerai à la fin de cette question de la résidence alternée et un petit peu des débats en cours sur ce débat polémique. Donc, la première question qu'on voit, c'est que, effectivement, dans le Code civil, il y a un principe qui s'appelle le principe de coparentalité et qui en théorie, propose une manière égalitaire et neutre d'éduquer les enfants pour les deux parents suite à leur séparation. Or, en pratique, ce qu'on constate, c'est que les décisions de justice correspondent donc à des rôles paternels et maternels différenciés dans la mesure où la résidence des enfants est majoritairement fixée chez la mère. Donc là, on a les derniers chiffres du ministère de la Justice qui datent de 2013. 71% des enfants résident chez leur mère, avec le plus souvent un DVH classique, donc deuxième cible dont je vais vous parler, droit de visite et d'hébergement. Classique, ça veut dire en gros un week-end sur deux, la moitié des vacances. Et il y a 17% de résidence alternée et 12% de résidence chez le père. Donc on voit que le principe de coparentalité, ce n'est pas 100% de résidence alternée ou bien 50% de résidence chez la mère et 50% de résidence chez le père, c'est bien quand même des rôles parentaux qui sont largement différenciés. La deuxième chose qu'il faut préciser, c'est que la résidence des enfants n'est pas problématique en fait aux affaires familiales, puisque je vous propose un petit graphique ici sur, je crois que c'était 256 affaires impliquant des enfants mineurs. On voit que le litige principal, c'est la pension alimentaire et pas du tout la résidence des enfants, qui reste un litige assez mineur dans la mesure où ça correspond à 20% des affaires. Donc on voit qu'au final, la résidence d'enfants, c'est pas forcément quelque chose qui pose problème aux affaires familiales. En tout cas, les parents ne se déchirent pas forcément devant le juge pour avoir absolument la résidence de son enfant. Alors désolé, là je vais avoir quelques petits chiffres. Donc en fait, ce qui est important aussi de remarquer, c'est que les demandes parentales en matière de résidence sont généralement convergentes. C'est-à-dire que les parents demandent majoritairement que la résidence soit fixée chez la mère. Donc là, pour les chiffres, donc parmi 137 dossiers archivés où les deux parents s'opposent sur au moins un des aspects de la séparation, on voit que 3/4 des parents ne formulent pas de demande différente en termes de résidence des enfants. Et parmi ces demandes donc convergentes, on voit que la majorité, 89 sur 103, concerne un accord de résidence chez la mère. Concernant les mères, dans 99 dossiers sur 137, elles demandent explicitement la résidence des enfants chez elles. Et dans seulement 23 dossiers, elles ne demandent rien, elles ne s'expriment pas sur la question de la résidence. Et on voit qu'il y a une
une différence majeure avec les pères, puisqu'on voit que dans 54 dossiers sur 137, l'homme demande à ce que la résidence soit fixée chez la mère, et surtout dans 61 dossiers, on n'enregistre aucune demande de la part des pères, c'est-à-dire que pour eux, c'est comme une évidence, au final, la résidence sera chez la mère. Alors, eh bien, on peut se demander pourquoi il en est de la sorte. Eh bien, tout simplement parce que notre hypothèse, c'est qu'il y a une reconduction de la division sexuelle du travail domestique et parental après la séparation des parents. Donc il y a beaucoup d'études qui montrent qu'effectivement, ça je ne vais pas vous en parler longtemps, qu'il y a de fait une inégale répartition du temps parental lorsque le couple est uni. Donc par exemple, il y a une étude qui montre que 39% des mères ont modifié leur activité professionnelle suite à la naissance des parents contre 6% des pères. Donc ça c'est un des aspects, mais donc il y a plusieurs autres aspects. Donc on voit bien qu'il y a des engagements pratiques et moraux qui sont différenciés avant la séparation des parents, lorsque le couple est uni. Et de fait, cet engagement différencié est reconduit suite à la séparation des parents. Par ailleurs, ils sont reconduits puisqu'ils sont validés au moment de la décision judiciaire. Alors pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les juges sont légalement tenus par les accords des justiciables, c'est-à-dire que si les justiciables sont d'accord pour que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère, ils ne peuvent pas dire que c'est pas possible, qu'ils préfèrent qu'il y ait une résidence alternée ou que l'enfant aille chez le père. Ils n'ont pas légalement les possibilités d'intervenir sur cette décision. Ensuite, Hélène l'a évoqué dans le premier chapitre, on explique que c'est une justice de masse. Il y a une cadence judiciaire très forte et qu'ils n'ont pas forcément le temps de discuter cette évidence maternelle, qu'on appelle l'évidence maternelle, c'est-à-dire l'attribution de la résidence des enfants chez la mère, les audiences durent par exemple 18 minutes en moyenne, les juges prennent 800 décisions par an. Donc finalement, le temps d'audience, c'est pas un moment où on peut discuter une reconfiguration familiale, une meilleure division des rôles, etc. Par ailleurs, ça peut être aussi une évidence qui est partagée par certains magistrats, notamment pour les jeunes enfants. On a eu des magistrats qui se confiaient à nous après une audience en disant, par exemple, moi j'aurais pas pu avoir une résidence alternée avec un enfant de 3 ans, je sais pas comment elle fait, etc., etc. Donc par exemple des jeunes magistrats qui nous disent ça. Donc effectivement, parfois, on voit que cette évidence de la résidence maternelle est partagée. Et enfin, il y a une nécessité pour les juges de s'appuyer sur tout simplement l'expérience existante dans le couple, et donc la division préalable du travail parental et de la prise en charge des enfants, qui est donc justifiée d'une part dans l'intérêt de l'enfant, et aussi pour s'assurer de l'effectivité de la décision, et de s'assurer que les parents ne reviennent pas dans 3 mois parce que la décision qui a été prise n'est pas respectable et n'est pas possiblement mise en place. C'est à toi. Bon, alors du coup, on vous a pas remis le graphique qui montre justement, qu'on montre presque à chaque fois et qui est dans l'ouvrage, on montre que finalement, magistrats, hommes et femmes, vont fixer de la même manière, en gros, dans 3 quarts à 80% des cas, ça évolue selon différents critères, la résidence chez la mère, que c'est à peu près entre 12 et 15-17% de résidence alternée, et puis de manière très résiduelle, résidence chez le père, mais que en gros, si on met ça en regard des demandes des parties, la structure des demandes des parties est à peu près celle-là aussi. Donc à ceci près que les pères souvent n'expriment pas leurs demandes. Donc, les magistrats, d'une certaine manière, ce qu'on dit dans cet ouvrage, c'est que la justice aux affaires familiales, en tout cas en matière de partage du travail parental, ne fait pas grand-chose. Enfin, ils se contentent, en tout cas, si, ils font quelque chose, ils les reconduisent, voilà. En tout cas, ils ne font pas quelque chose d'autonome par rapport à ce que font les couples, voilà. Néanmoins, alors ça c'est un point sur lequel on insiste dans le chapitre qu'on vous avait fait passer, c'est que malgré tout, les juges aux affaires familiales, ils font quelque chose. Et notamment pendant les audiences, ils font un truc qui est de préserver la place des pères, de tenter en tout cas, de préserver la place des pères dans l'éducation des enfants, malgré ce contexte dans lequel la charge matérielle quotidienne va être principalement confiée à la mère. Alors comment est-ce qu'ils font ça? Je pense que je ne vais pas... combien de temps il nous reste en fait, parce que je crois qu'on a largement dépassé.
enfin moi qui largement dépassé. C'est écrit le temps, là. Oui, voilà. Voir dans quel degré de détail je rentre sur cette histoire de préservation de la place des pères. Ah, ça va te dire. Je sais Ministère pas. de la- Normalement, c'est quoi? Ouais, donc encore 20 minutes. Ouais. Très bien, alors je vais pouvoir quand même rentrer dans un petit peu de détails, mais sans trop. Et donc, ce travail de. Alors, ce que je disais avant, la justice familiale française modifie peu la division sexuelle du travail parental. Par contre, ce qu'elle va faire, c'est encadrer les rapports entre les parents après la séparation de différentes manières. Alors, il faut d'abord préciser ce que prévoit le droit pour permettre à la justice aux affaires familiales d'encadrer les rapports entre les parents et de préserver la place du père. Ce que prévoit le droit, c'est un certain nombre de principes, enfin en tout cas de dispositions juridiques, qui sont rassemblées par les spécialistes de droit de la famille sous le terme de coparentalité. Bon. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails des articles du Code civil qui disent ça, mais un certain nombre d'articles du Code civil vont dans le sens de dire que la séparation entre les parents ne doit pas aboutir à l'exclusion d'un des parents de l'éducation de l'enfant. Et notamment que l'intérêt de l'enfant, qui est une notion centrale dans le droit de la famille maintenant, c'est de maintenir le lien avec ses deux parents. Donc ça, c'est ce que prévoit le droit. Après, que fait la justice aux affaires familiales, ça c'est encore autre chose. Voilà. Comment cela se traduit, ce principe juridique, dans les pratiques des magistrats? Eh bien, ça se traduit notamment dans les audiences, pour ce qu'on a pu observer, par des rappels à l'ordre vis-à-vis des justiciables, et visant à préserver les prérogatives. Alors, des rappels à l'ordre qui sont généralement adressés à la mère, voilà, et qui visent à préserver les prérogatives éducatives du père. Bon, je vais expliquer ce que ça veut dire, parce que là c'est un peu abstrait. Alors, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails de l'évolution du droit de la famille et du principe voilà, de coparentalité. Mais disons que si on suit le raisonnement qu'on essaie de déployer dans l'ouvrage, le premier point c'est de dire, bon ben ok, nous ce qu'on observe c'est que les juges aux affaires familiales font des efforts pour préserver la place du père, et s'ils le font, c'est tout d'abord parce que le droit de la famille a évolué d'une manière à définir le cadre juridique dans lequel ils agissent vers cet objectif. Alors, peut-être pas rentrer dans les détails, mais pour dire qu'il y a eu des sortes de mouvements de balancier en fait, autour de cette question de la place du père dans la prise en charge, en tout cas dans les grandes décisions concernant l'éducation des enfants, depuis les années 70. Au début, jusqu'en 1970 en France, on parle encore de puissance paternelle, et c'est le père qui est détenteur de l'autorité parentale sur les enfants dans le cas du couple uni ou désuni. Cette notion de puissance paternelle, elle est remplacée par une notion qui, en tout cas en théorie, doit être plus égalitaire voilà, en 1970, qui est l'autorité parentale, qui, quand le couple vit ensemble, est quelque chose de partagé. Donc père et mère, dans un couple uni, partagent l'autorité parentale. Sauf que cette disposition législative en 1970, elle aboutit, les réformes du divorce, etc., des séparations conjugales qui se passent en même temps, ils aboutissent aussi à définir cette autorité parentale comme liée au fait d'avoir la garde des enfants, en fait, de vivre avec les enfants. Donc, dans le cas des couples désunis, à cette période-là, concrètement, ça veut dire que l'autorité parentale, elle va être principalement dévolue aux mères. Alors l'autorité parentale, c'est le fait de pouvoir décider sur un certain nombre de choses importantes concernant les enfants, et donc elle va être dévolue aux parents qui a concrètement la charge des enfants, et dans le cas des divorces et des séparations conjugales, ça veut dire aux mères. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas tellement duré en fait, le fait que ce soit uniquement la mère qui a la charge des enfants, qui puisse prendre les décisions le concernant. Dès la fin des années 80, là c'est pas dans ma chronologie, mais c'est acté en 1993, ce qui devient la norme, que le couple soit uni ou pas, vivre ensemble ou pas, c'est le fait que les parents vont partager l'autorité parentale, au moins du point de vue théorique. Voilà. En droit, ils vont être tous les deux détenteurs d'autorité parentale. Voilà. Et cette évolution, elle est vraiment, en tout cas en France, elle se concrétise dans une loi en 2002, une loi qui porte justement sur la question de la coparentalité, voilà. Et où on va définir, c'est ce que je disais auparavant, l'intérêt de l'enfant comme le fait de conserver ses liens avec les deux enfants, et mettre avec ses deux enfants, avec ses deux parents, voilà,
où la notion de coparentalité, elle va être définie de manière précise avec un certain nombre de dispositions pratiques censées pouvoir la réaliser. Par exemple, la résidence alternée. Donc, ce qui émerge en fait depuis les années 60, qui a émergé au fil de ces décennies, c'est ce principe juridique, la coparentalité, qui est un principe juridique théoriquement neutre. Sauf que, comme on n'est pas les premiers à le signaler, ce principe juridique théoriquement neutre, il bute contre une réalité de la division du travail parental qui, en tout cas, est fortement sexuée. Donc, comment ça, en pratique, les magistrats font-ils avec ce principe juridique théoriquement neutre face à des couples qui viennent en disant bah, la résidence chez la mère, voilà, enfin, c'est ça qui se passe la plupart du temps. Voilà. Alors, on a des magistrats qui doivent appliquer la coparentalité et des couples qui viennent en disant bah, la résidence sera chez la mère et moi je prendrai les week-ends et les vacances. Bon. Alors, concrètement, donc, en termes de résidence, de prise en charge des enfants, il n'y a pas eu... il y a eu la création de la résidence alternée en 2002, voilà, et celle-ci s'est diffusée, mais comme le disait Aurélie, ça reste minoritaire, c'est 17% des cas. C'est pas la plupart des couples qui passent devant les juges des affaires familiales ne vont pas opter pour la résidence alternée. Par contre, ce qu'on voit dans les décisions, on voit quand même qu'il y a des évolutions très fortes liées à ce principe juridique de coparentalité, et c'est le fait que l'autorité parentale conjointe, le fait que les deux parents soient supposés prendre les décisions importantes concernant les enfants, c'est devenu la norme. Voilà. C'est devenu la norme, 98% dans les divorces, 93% des décisions concernant des couples non mariés. C'est vraiment... ce n'est qu'exceptionnellement, hein, et c'est comme ça que nous l'ont présenté les magistrats, de manière très exceptionnelle, qu'on va donner l'autorité parentale seulement à un des deux parents. Voilà. Il faut vraiment que l'autre ait fait des trucs très graves ou ait disparu de la circulation pour le dire très vite, quoi. Enfin, et l'autre chose qui va avec, l'autre application concrète de ce principe de coparentalité, c'est que le droit de visite et d'hébergement, ça aussi c'est devenu la norme. C'est-à-dire que le fait que le parent chez qui l'enfant ne vit pas ait le droit de l'accueillir régulièrement chez lui, et voilà, en général un week-end sur deux et la moitié des vacances, ça c'est quelque chose qui est presque toujours accordé. Et là aussi, pour les magistrats aux affaires familiales, c'est extrêmement étrange, enfin c'est des situations extrêmement particulières uniquement dans lesquelles ils vont renoncer à fixer ce droit de visite et d'hébergement. Bon. Donc nous, par exemple, sur 200... Alors, j'ai un petit doute là, c'était pas 256. On a un problème de base, voilà, c'est 256, donc il y a une erreur dans le PowerPoint. En tout cas, sur 256 affaires qu'on a observées concernant, dans notre base statistique concernant des enfants mineurs, il n'y a que 11 affaires où le parent non gardien ne va pas avoir de droit de visite et d'hébergement. Et encore, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'il ne voit jamais son enfant, en tout cas qu'on lui interdit de voir son enfant. Ça peut vouloir dire que l'enfant ne va pas venir dormir chez lui, ou qu'il va le voir, mais dans un cadre spécifique, censé protéger l'enfant. Donc ça va être souvent des cas avec des violences, des soupçons enfin en tout cas des violences ou des soupçons de violence. Voilà. Mais bon, donc en gros, il n'y a pas dans les décisions, c'est pas sur la résidence que ça se joue, cette histoire de coparentalité, c'est sur des choses qui tiennent à l'organisation des décisions concernant les enfants de couples séparés et les droits de visite. Par contre, dans les audiences, on voit qu'il y a des traductions concrètes assez différentes de l'importance que représente pour les magistrats l'application, le fait d'appliquer ce principe de coparentalité. Et une des choses qu'on a vues de manière récurrente, d'abord, c'est que les magistrats font des gros efforts pour préserver l'autorité parentale conjointe des parents, même dans des cas où ça paraîtrait particulièrement peu évident. Voilà. On a vu le cas, par exemple, d'un père emprisonné pour avoir attaqué à coups de hache son ex-conjointe, voilà. Donc qui comparait menotté, non, c'est pas une blague, voilà, qui comparait menotté, et où la discussion là porte sur est-ce qu'on lui maintient son autorité parentale, voilà. Et oui, c'est assez, c'était une scène assez étonnante, quoi. Enfin, voilà. Et donc, bon, il est en prison, voilà, il va passer en procès, bon. Alors, la magistrate ne prend pas la décision sur le moment, voilà. L'avocat du père argumente sur le fait que ça serait vraiment très grave d'enlever l'autorité parentale au père, que ça n'arrive que dans des cas très exceptionnels, etc. Ce qui n'évite pas, voilà, et que voilà, la violence a été faite à l'égard de la mère et pas de l'enfant. Donc, il n'y a pas de raison que... Et la juge, effectivement, jeune juge femme qu'on observe, s'interroge. Elle s'interroge vraiment en disant c'est quand même très lourd si je lui retire son autorité parentale. Donc pour les juges qu'on a pu voir,
Enlever l'autorité parentale conjointe, c'est comme rayer de la vie, le parent de la vie de l'enfant, voilà, et même dans un cas aussi extrême que voilà, un père qui a attaqué à la hache la mère de l'enfant, ils hésitent, voilà, ça n'a rien d'évident pour eux d'enlever ça. Voilà. Bon. Alors, ça c'est une chose. Et l'autre manière dont on le voit, dont on l'a vu dans les audiences, c'est le fait que lorsque une mère fait un truc qui est vraiment, qui consiste à discuter, mettre en cause le droit de visite ou d'hébergement ou l'autorité parentale du père, voilà, avance des arguments pour dire que ça lui paraît problématique que le père prenne l'enfant chez lui le week-end, etc. Ou que, soit parce que c'est un enfant très petit et qu'il ne sait pas s'en occuper, enfin, dit-elle, voilà, soit parce que c'est un enfant adolescent qui ne s'entend pas avec le père, par exemple. Enfin, voilà, c'est un peu les deux cas qu'on voit. Bon. Ou quand elle, pour des raisons notamment liées à des violences, elle demande une autorité parentale ou une sorte de disparition du père, hein, qui n'est là que par intermittence, elle demande l'autorité parentale exclusive. Les juges réagissent de manière assez violente en général à leur égard. En fait, il ne faut pas faire ça, c'est ce qu'on a compris, hein. Il ne faut jamais, aux affaires familiales, dire, sans au moins avoir un dossier extrêmement béton, je pense que je voudrais l'autorité parentale exclusive. Alors, il faut savoir que dans les audiences qu'on a observées, dans certains cas, les mères demandent ça sans avoir bien compris en quoi ça consiste. Enfin voilà, c'est une case à cocher dans la requête, et quand elles n'ont pas d'avocat, c'est pas toujours si simple que ça d'avoir bien compris la portée de cette demande. Elles confondent souvent avec le DH. Voilà, certaines confondent avec le droit de visite et d'hébergement, voire avec la résidence. Hein, bon. Mais en tout cas, ça déclenche une réaction assez unanime, je pense, et assez épidermique chez les magistrats, qui est vous ne pouvez pas faire ça, pour un enfant, il est très important qu'il garde le lien avec son père, quel que soit, même si ce père n'est pas parfait, même si ce père, vous avez décidé de faire un enfant avec cette personne, vous saviez à quoi vous engagez, maintenant il faut que vous fassiez tout pour que le lien soit maintenu. Donc, en gros, c'est quelque chose qui, à moins en tout cas d'être extrêmement bien conseillé par son avocat, hein, ne doit pas, déclenche en tout cas un rappel à l'ordre, une mise en cause. Alors, une des formules qu'on a pu entendre, hein, c'est, les mères, elles veulent être toutes puissantes, voilà, les mères sont possessives, dans un des cas qu'on cite dans l'ouvrage, mais pas dans ce chapitre, on a par exemple une mère qui n'a jamais vécu avec le père, qui a 2 jeunes enfants, le père est sans papier dans une situation sociale difficile et il y a des accusations de violence, voilà, et elle demande à la fois la suppression, alors elle demande l'autorité parentale exclusive, au titre du fait que le père est instable, qu'elle ne sait pas où il habite, que voilà. Et la juge répond qu'elle va bousiller son enfant psychologiquement et elle lui conseille de lire des livres de pédopsychiatrie. Voilà. Donc c'est relayé par des normes psychologiques hein, dans les audiences par les juges. Hein, voilà. Enfin, c'est approprié sous cette forme-là par les juges notamment. Hein. Ce principe juridique, il est retraduit dans des catégories psychologiques avec l'idée que rompre le lien avec le père, c'est bousiller les enfants. Voilà. Donc c'est une des raisons, hein, en tout cas on comprend pourquoi du coup cette réaction est aussi violente vis-à-vis des mères qui mettent en cause. Et enfin on comprend la logique qui amène à ce résultat. Alors du coup ça amène aussi, on a des cas comme ça où on a observé en fait la puissance chez les juges de ce réflexe, en tout cas, de préserver la coparentalité. Même dans des cas, et ça c'est assez amusant, où les pères ne le demandent pas. Voilà. Donc, je concluais en disant que voilà, c'est un principe juridique formellement neutre, mais que la traduction est forcément asymétrique en raison du fait que les rôles parentaux différenciés sont maintenus. Et on a un cas qu'on cite dans l'ouvrage, qui est une affaire entre 2 ex-conjoints. Lui est ambulancier, elle est ambulancière, voilà. Ambulancière, mais pas tout à fait de la même manière, hein, puisque voilà, lui est ambulancier, mais fait beaucoup d'heures supplémentaires, travaille notamment pendant les vacances, les week-ends, etc. Il est ambulancier dans les Alpes, voilà, je crois, voilà. Et elle a arrêté de travailler, ils ont 2 jeunes enfants, elle a pris un congé parental, et là elle vient de reprendre une activité professionnelle d'ambulancière en région parisienne, où elle s'est rapprochée de sa famille, suite à sa séparation, elle est venue s'installer pour se rapprocher de sa famille. Et en temps partiel. Et à temps partiel.
Et la juge, constatant cette situation d'éloignement géographique entre le père et les enfants liés à la mobilité de la mère, s'énerve avant même que le père ait dit quoi que ce soit à l'audience en disant « Mais madame, c'est pas possible, c'est intolérable la situation dans laquelle vous mettez vos enfants et votre ex-conjoint. Pourquoi est-ce que vous êtes partie en région parisienne ? Voilà. Enfin, pourquoi vous avez éloigné les enfants du père ?» Donc, on voit bien que là, elle lui reproche de porter atteinte à ce principe juridique de coparentalité. Donc, la mère explique que c'est parce que, vu la situation de séparation, elle a besoin du soutien de sa famille, qu'elle n'avait pas de travail, qu'elle est venue se réinstaller chez sa mère, etc. etc. Bon. Donc, et là, la juge, dans une logique imparable, va décider d'essayer de compenser le père qui perd le lien avec ses enfants en lui disant « Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner plus de vacances au père. » Le père ne demande pas la résidence, on ne peut pas lui donner. Mais on va essayer de donner plus de vacances au père pour compenser le fait que les enfants sont loin, qu'il ne pourra pas les voir, passer les voir pendant la semaine. Et il dit « Monsieur, on va vous donner toutes les petites vacances. » Et là, le père dit « Ah mais non, mais moi, c'est pas possible. Moi, je travaille pendant les vacances, justement, et notamment les vacances de février. » Alors, il propose les vacances de février, le ski, etc., de Noël. Il dit « Mais non, mais c'est absolument impossible. Enfin, comment voulez-vous que je m'occupe de mes enfants pendant les vacances, quoi. » Enfin, voilà. Et là, en fait, donc on a cette situation où on voit bien comment ce principe de coparentalité, il bute contre les arrangements familiaux, voilà, mais qu'en même temps, du côté de la justice aux affaires familiales, c'est un travail auquel les magistrats tiennent, en tout cas, autour duquel ils se mobilisent, c'est-à-dire rappeler pendant les audiences que malgré cette situation de fait, dont ils sont bien conscients, ils ne sont pas complètement idiots, voilà, il est important de ne pas oublier que le lien avec le père doit être préservé, quels que soient ces arrangements pratiques entre les conjoints. Voilà. Ça aboutit pas forcément à des décisions concrètes dans un cas comme celui-là, puisque de toute façon, le père ne demande pas la garde des enfants, la résidence des enfants, et qu'il ne demande pas non plus à les avoir plus pendant les vacances. Par contre, il s'est passé ce qui s'est passé, ce que je viens de vous raconter à l'audience, c'est-à-dire que la mère s'est fait rappeler à l'ordre de façon assez virulente sur le fait qu'elle fait quelque chose qui est contraire au principe de coparentalité. Voilà. Alors, contraire au droit ou contraire au bien-être psychologique de l'enfant, c'est des arguments qui varient selon le cas. Donc, je suis vraiment... Voilà. À toi, la réponse alternée. Donc, quand même, il y a un cas où, en fait, le principe de coparentalité, il a une traduction concrète, plus visible, c'est le cas des résidences alternées. Voilà, la résidence alternée où nous avons constaté avec Hélène que nous célébrons aujourd'hui les 13 ans de cette loi, qui a été votée le 4 mars 2002. Donc, je vous ai mis l'extrait du texte. Donc, la résidence d'enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Donc, effectivement, c'est une espèce de concrétisation par excellence du principe de coparentalité. Et en réalité, on voit qu'aujourd'hui, malgré les plusieurs années de mise en place du texte, c'est quand même une pratique assez minoritaire encore, puisqu'elle concerne 17% des parents qui judiciarisent leur séparation. Donc, je voulais vous parler justement de cette minorité de parents qui pratiquent la résidence alternée. Donc, en fait, ce sont des parents qui sont généralement d'accord sur le mode de résidence, qui sont engagés dans des procédures non litigieuses, donc en général qui divorcent par consentement mutuel, bref, qui en général n'ont pas d'autres désaccords non plus sur la séparation. Ce sont des couples biactifs, très majoritairement, issus de classes moyennes et supérieures, et donc il y a même une étude de la CAF qui montre que ce sont des parents qui se situent parmi les 20% des Français les plus aisés, donc vraiment une pratique socialement située, très, très majoritairement. Alors, pourquoi c'est une pratique socialement située ? Eh bien parce que il est nécessaire d'avoir une disponibilité éducative pour mettre en place la résidence alternée, et donc effectivement ce sont plutôt des milieux sociaux où cette disponibilité éducative est plus importante. Par ailleurs, les pratiques dans le couple encore uni sont plus égalitaires parmi ces milieux sociaux.
Il y a une meilleure égalité en termes de travail domestique lorsque les pères sont diplômés d'enseignement supérieur et les mères contribuent significativement au revenu du ménage. Et ce sont des pères qui sont également davantage investis dans l'éducation des enfants avant la séparation. Pourquoi ? Bien parce que en général, ils ont un emploi du temps qui est souple, plus souple et adaptable, notamment au temps scolaire de leurs enfants. Donc, ils sont, par exemple, les cadres ont plus de possibilités de réguler leur emploi du temps selon des contraintes scolaires spécifiques, etc. De faire du télétravail, ce genre de choses. Et ils sont économiquement, surtout, et ça c'est quelque chose qui est significatif, notamment en région parisienne, ils sont économiquement mieux à même d'accueillir leurs enfants dans un foyer que j'appelle doublement équipé, c'est-à-dire avec assez de chambres pour accueillir les enfants, et puis l'ensemble de toutes les fournitures, vêtements, etc. en double. Et qui soit proche du second foyer, ce qui, encore une fois, en région parisienne, nécessite un investissement économique assez fort. Par ailleurs, le fait que la mère ait une activité professionnelle importante et une carrière professionnelle significative, est une variable qui est indispensable dans la mise en place d'une résidence alternée. Alors, pardon ? C'est toujours indispensable. Dans ce qu'on constate, en général, je crois qu'on n'avait qu'un seul cas de mère qui était sans travail. Donc, pourquoi la question que je pose pour terminer cette communication, pourquoi cette pratique donc, qui est minoritaire encore au sein des affaires familiales prend tant de place dans l'actualité politique et médiatique ? Eh bien, parce que, comme on l'a dit, la résidence alternée incarnerait un petit peu la quintessence du principe de coparentalité qui est largement valorisé par les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Par ailleurs, au niveau politique, on a vu que depuis 2009 en France, il y a plusieurs propositions de loi qui visent à imposer aux juges une résidence alternée par défaut lorsque un des parents le souhaite, même si l'autre parent n'est pas d'accord. Donc ça, ce sont des propositions de loi qui sont faites par des députés de l'UMP, donc de droite, qui sont proches des mouvements de pairs. Pour le moment, il n'y a pas eu d'aboutissement dans ces propositions de loi, mais il y en a à peu près une par an. Et depuis 2014, la résidence alternée est davantage discutée dans le cadre de débats politiques. Donc par exemple, on a vu qu'il y a eu des dispositions ont été discutées visant à limiter l'éloignement géographique du parent gardien. Donc par exemple, il faut prévenir longtemps à l'avance le fait qu'on a été muté à l'autre parent pour qu'il puisse, par exemple, faire une action en justice pour demander la résidence de l'enfant s'il ne souhaite pas que son enfant parte, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé dans le projet de loi qui s'appelle Autorité parentale et intérim enfant, qui est encore en attente depuis juin 2014 en France. Et il y a également eu une tentative d'amendement par une sénatrice de gauche dans le projet de loi maintenant c'est une loi, dans les discussions pour la loi sur l'égalité entre femmes et hommes, d'introduire la résidence alternée par défaut en cas de désaccord mais là ce serait donc plus un soutien pour les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir professionnellement et qu'elles aient plus de temps disponible pour leur carrière. Là, évidemment, cet amendement n'a pas été, a été complètement rejeté par l'Assemblée nationale. Donc il n'a pas abouti. Donc en fait, il s'agit surtout même si c'est une question qui est présente dans le débat politique, c'est quand même surtout une question médiatique qui est soulevée par les groupes de pairs. Donc ces pairs, qui sont-ils ? En fait, ils font partie d'une minorité statistique demandant la résidence de leurs enfants ou la résidence alternée et ne l'obtenant pas au moment de la séparation. Ils médiatisent leur mécontentement donc, par des actions publiques chocs qui ont vocation à sensibiliser l'opinion publique et à créer une sorte d'empathie envers leur action. Et donc ils mobilisent justement une rhétorique autour de la justice dite sexiste. Les juges femmes
les juges femmes favoriseraient les mères, voilà, dans un esprit de sororité. Et donc, en réalité, ce qu'on peut voir et comprendre, c'est que la résidence alternée est peu pratiquée et peu demandée par les parents, et elle est rarement imposée par les juges en cas de conflit. On a terminé. Voilà, donc en fait, c'était juste pour dire que voilà, notre livre il est sorti fin 2013 et que cette proposition de loi autorité parentale et intérêt de l'enfant, elle a été discutée à l'Assemblée nationale en première lecture au printemps, en juin dernier, voilà. Et que, en tout cas, pour l'instant, elle est en attente pour plein de raisons qui sont moins liées au contenu des dispositions concernant les séparations conjugales que au caractère compliqué à gérer pour la majorité actuelle des questions de famille. Voilà, elle est en attente de passage au Sénat. Néanmoins, des dispositions qui ne sont pas exactement la résidence alternée par défaut, mais ils ne sont pas si loin que ça, sont introduites dans cette loi, notamment, et ça c'est assez, enfin, en tout cas moi, de notre point de vue, en tout cas, voilà, on avait écrit une tribune à ce sujet, c'est assez étonnant, il y a une disposition que tu as pas citée là, qui est celle de la... en fait, il est question de supprimer la notion de résidence de l'enfant, habituelle chez l'un des parents, et de considérer que dans tous les cas, les enfants sont en double résidence chez leurs deux parents, quels que soient les arrangements concrets auxquels cela correspond. C'est-à-dire qu'on peut très bien, enfin, il y a une évolution nominative, voilà, qui vise à remplacer la notion de résidence chez l'un des parents par la notion générale de double résidence, qu'après, ça peut correspondre à 90-10, 80-20, 30-70, 50-50. Et en tout cas, une des réflexions que ça nous avait inspiré à l'époque, c'est quand même que l'idée qu'il faut absolument traduire des dispositions, le principe de coparentalité, quelles que soient les évolutions réelles du partage du travail parental. En tout cas, ça c'est encore un nouvel épisode de cette tentative-là. Voilà. Où on voit que la loi prévoirait une sorte de déconnexion entre l'appellation officielle et les pratiques réelles encore plus fortes qu'elle ne l'est actuellement. Voilà. Donc tous les juges prononceraient des doubles résidences. Ça ne voudrait pas du tout dire que les enfants habitent tous chez leurs deux parents à égalité. Donc ça on s'arrêtera là. Je vais circuler la tribune en question. Voilà qu'on a fait. Alors je vais juste lancer la discussion avec les deux neurones qui me restent aujourd'hui. Mais alors merci pour cette présentation longue mais stimulante et passionnante. Donc c'était pas, en tout cas pour moi c'était pas un problème. Et ça permet de mettre au clair un certain nombre de choses qui sont dites dans le chapitre. Donc, alors c'était intéressant quand vous avez commencé par dire ah oui mais on vient plutôt de la sociologie de la famille, pas de la sociologie du droit, parce que justement je me posais la question en lisant ça, et alors malheureusement pour vous, je ne sais pas, ma première question va plutôt être en sociologie du droit, parce que donc l'idée qui file dans le chapitre, et c'est ça que je voudrais un peu vous demander peut-être de développer ou quoi, c'est cette idée que finalement le travail judiciaire, vous dites reconduit l'ordre établi, parfois vous dites reproduit, parfois c'est peut-être même produit, en tout cas des arrangements genrés traditionnels. Et peut-être déplier un petit peu cette idée-là qui est vraiment présente dans tout le chapitre, mais prise par des angles différents. Et la première chose que je me demandais, c'est justement quels sont les effets du droit spécifiquement, c'est-à-dire quels sont les éléments de droit sur lesquels s'appuient les juges dans leur évaluation des dossiers, des affaires, et qui aboutissent à cette reconduction ou cette reproduction. Donc clairement, vous en citez plusieurs, il y a l'ultra petit a. Bon, alors, le fait que le juge n'est pas là pour remplacer les décisions des parents. Donc effectivement, on est dans une chambre d'enregistrement. Alors là, c'est vraiment reconduit au sens de relaye sans finalement apporter quoi que ce soit à ces arbitrages qui, comme vous le montrez très bien, sont de toute façon complètement articulés aux sphères professionnelles, domestiques, etc. et auxquels visiblement les acteurs eux-mêmes ne souhaitent pas apporter de changement. Je ne sais pas si c'est les mères n'ont pas l'air d'avoir particulièrement une
délire de puissance maternelle, c'est juste qu'elle conserve l'existant, quoi. Donc il y a ça, il y a la notion d'intérêt de l'enfant, et il y a ce fameux principe de coparentalité. Mais c'est des choses il y en a un, l'ultra petit a, c'est un principe par rapport à la manière dont on juge, alors que la coparentalité, c'est un principe normatif. Donc il y en a un qui relève plus de la technique juridique et l'autre qui relève plus d'une norme sociale que les juges seraient soi-disant, ils seraient en première ligne pour essayer de l'appliquer, mais en fait, les deux sont peut-être d'ailleurs un peu en contradiction, puisque la coparentalité, oui, nouvelle norme sociale, que le juge visiblement est passionné par son rôle dans la promotion de cette norme, mais si je juge l'ultra petit a et que c'est pas ça, je vais être amenée à ne faire que des rappels symboliques. Donc dans quelle mesure à ce moment-là, il n'y a pas là finalement un conflit entre le travail juridique spécifique et les soi-disant normes sociales qui sous-tendent, qui aboutit au fait que certes, il y a des rappels à l'ordre, mais ces rappels à l'ordre ont-ils une quelconque influence sur les décisions des juges? Parce que quand les juges font des blâmes aux mères toutes puissantes ou aux papas ambulanciers, ça aboutit à quoi en termes de décision? Voilà, il n'y a pas forcément de changement. Donc voilà, comment ces éléments juridiques sont vraiment mobilisés? Est-ce qu'ils changent l'appréciation du dossier? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, il y a un double standard, donc dans la coparentalité, on va être d'accord pour dire que si un homme il travaille beaucoup, ça explique qu'il ne demande pas une résidence alternée ou il ne demande pas plus de droits de visite, mais que par contre, si c'est une mère qui travaille beaucoup, on va considérer que non, ça ne rentre pas... c'est pas une bonne raison, elle va au contraire être blâmée comme un peu déviante, etc. Bon. Donc voilà, donc comment est-ce que dans l'audience ou dans le jugement du dossier, ces éléments juridiques interviendraient pour colorer finalement la vision que les juges ont des données objectives du dossier? Ou est-ce qu'au final, c'est quand même les données objectives du dossier qui orientent les juges parce qu'on juge ultra petit a puis que c'est les parents qui décident? Donc c'est un peu ça la question. De la même façon, pour toujours un peu essayer de savoir est-ce que ça reconduit, qu'est-ce que ça produit, est-ce que justement c'est aussi bien d'ailleurs les normes de genre que la norme donc les normes de genre traditionnelles, disons, portées par visiblement beaucoup les parents, et la norme de coparentalité qui n'est... Et c'est pas exactement la même chose, donc c'est intéressant parce que les juges pourraient être des promoteurs d'un changement social, mais bon, je vais juste y revenir par rapport à justement ce que vous avez mentionné là. Mais donc justement, comment ces questions-là, elles vont aussi jouer différemment quand justement il y a consensus ou quand il y a conflit. C'est-à-dire, qu'est-ce que le litige ouvre comme possibilité pour le juge? Et est-ce que c'est à ce moment-là, dans les cas litigieux, qui sont quand même finalement plus les cas que... Enfin, non pas seulement, vous citez les deux, qu'est-ce que ça va ouvrir comme possibilité? Est-ce que la coparentalité, du coup, va y avoir un boulevard pour le juge pour pouvoir faire plus ou pas? Donc, et est-ce que, du coup, les avocats n'ont pas le même rôle quand il y a litige ou quand il n'y a pas litige? Est-ce que les parents vont aussi réagir pareil, etc. Donc, je me disais, voilà, cette idée que ça reproduit ou que ça reconduit des arrangements, ça dépend quand même beaucoup est-ce qu'il y a conflit ou pas autour de la décision et donc de la configuration des acteurs par rapport à est-ce que c'est un litige ou est-ce que c'est un consensus. Donc voilà, donc juste peut-être et probablement vous pouvez aussi nourrir ça de la phase 2 là, avec les avocats et la cour d'appel, et est-ce que justement le travail que vous avez fait dans ces autres lieux amène aussi à repenser la manière dont ces normes juridiques ou ce travail judiciaire, quand il intervient à différents mouvements ou dans différents lieux, il n'est pas le même. Il est pas, je ne sais pas si c'est clair, mais... Non, c'est-à-dire, c'est pas la même chose si le ou la juge est assise en face de parents qui sont d'accord que de parents qui sont en conflit, si c'est en fait l'avocat qui est assis avec sa cliente, si c'est la cour d'appel, etc. Et donc, le poids que les techniques juridiques ou que les normes sociales portées par les juges ont, il n'est pas le même selon ces différentes configurations. Et c'est juste ça, si vous pouvez juste peut-être donner des exemples pour illustrer que ce contexte de travail judiciaire amène à ce que le travail du droit et son impact sur les décisions n'est pas le même. Est-ce que ça c'est plus clair? Je cherche des illustrations. Oui, mais c'est trop. Bon, alors, parfait. Et puis alors, l'autre, la deuxième chose, et puis je m'arrêterai là, sur ces histoires, alors vous décrivez une espèce de double standard, hein, c'est-à-dire les mères ont des devoirs, les mères ont des devoirs et les pères ont des droits, si on résume. Il y a un petit peu de ça. Alors, je trouvais ça intéressant, mais je ne sais pas si je suis convaincue, en fait, par une des choses que vous dites, page 189,
183, 184, attention, on rentre dans le détail, où vous dites, ok, en fait, l'intervention au moins ponctuelle des magistrats, c'est à la fin de la page, dans les séparations conjugales, impliquerait régulièrement un bouleversement des rapports de... Enfin, oui, sans l'intervention, pardon. Donc l'idée, c'est que s'il n'y avait pas le juge, les séparations conjugales impliqueraient un bouleversement des rapports de pouvoir en matière d'éducation des enfants, entre eux, en particulier le parent qui s'en occupe au jour le jour et celui qui en est plus éloigné. Avec donc l'idée que, avec cet argument de coparentalité, en fait, les juges protègent les droits des pères. Et bon, est-ce que vraiment il y aurait des bouleversements aussi énormes quand on voit que les 3/4 d'entre eux sont... les parents sont d'accord sur le mode de gestion de la séparation? Est-ce que donc vraiment le juge il a tant d'importance que ça? C'est ce que je veux dire. Et de deux, toujours là-dedans, il y a cette idée que en protégeant le droit des pères à participer aux décisions éducatives, même si, encore une fois, beaucoup des exemples que vous donnez, c'est un rappel à l'ordre symbolique, c'est comme l'histoire du tennis et du foot. Au final, quoi, elle est obligée d'accepter que ses enfants fassent du foot. Est-ce qu'il fallait vraiment que le juge soit là pour ça? Enfin, je veux dire, est-ce que ce rappel est autre que symbolique? Et donc là-dedans, est-ce que c'est vraiment protéger le droit des pères à s'ingérer finalement dans le travail quotidien éducatif des mères? Et est-ce que donc, dès lors, comme vous semblez le suggérer, ça limite l'empowerment que les mères pourraient avoir en ayant la charge éducative totale de leur enfant? Je veux dire, parce que c'est ce qui est dit à un moment. Si. Oui, non, mais effectivement, il y a le mot empowerment, voilà. il est utilisé de manière un peu... Il est donc, voilà. C'est de manière un peu second degré, je pense, dans le texte. Enfin, voilà. Mais j'ai pas saisi le second degré. Mais, donc voilà, donc je me dis, encore une fois, d'une, est-ce que l'intervention du juge elle est si efficace? De deux, est-ce que les femmes souhaitent vraiment n'avoir aucune ingérence du coparent dans les décisions? Donc, est-ce que du coup, ça limite leur empowerment? Je veux dire, je trouvais juste que c'était peut-être un petit peu une hypothèse affirmée sans forcément être vraiment complète, enfin, qui m'apparaissait pas complètement convaincante. Et cette idée que pour les mères, le fait d'avoir totalement la charge au quotidien, sans ingérence du coparent, c'est le pied. Enfin, finalement, c'est mieux que d'avoir l'ingérence du coparent. Mais en fait, je sais pas, ça se discute peut-être. Je suis pas sûre qu'on dise vraiment ça. Je pense pas que... Alors, c'est très bien, comme ça, vous allez donner plus de nuances à ma vision complètement caricaturale. Mais donc voilà, et donc j'en viens à ce dernier truc là sur les réformes de 2009. Je trouve ça intéressant, mais là c'est vraiment une question, parce qu'on a l'impression que cette réforme, déjà, la proposition de la résidence alternée comme solution par défaut, ça veut dire quoi? Solution par défaut quand il y a conflit? Ah ouais, ok. Et quand il y a un des deux parents qui la propose. Oui, éventuellement, quand les deux veulent chacun la résidence. Ça dépend des propositions. Non, je crois pas. Il faut quand même que ce soit proposé par un des deux parents. Mais ce que vous avez l'air de dire, c'est que là, à l'heure actuelle, c'est absolument pas quelque chose que les juges font ou que les parents demandent quand il y a conflit. Il arrive qu'il y a un type de configuration de conflit qui est la mère demande la résidence chez elle, le père demande la résidence alternée. Voilà, ça arrive, c'est statistiquement des cas peu nombreux, mais je crois qu'il y a le chiffre qu'il faudrait que je retrouve, mais c'est un cas qui existe. Là, mais typiquement, ça voudrait dire... Voilà, encore faut-il que le père la demande. Là, ça veut dire que dans un cas comme celui-là, si l'amendement sur la résidence alternée par défaut passe, c'est automatiquement la résidence alternée. Voilà. Voilà, automatiquement, mais comme c'est conflit, c'est pas automatique parce qu'en fait, parce qu'il y a conflit, le juge il évalue les pièces du dossier. Non, justement, ce serait la résidence alternée. Ça limiterait le pouvoir du juge. En tout cas, en théorie. En théorie, ça serait limitant pour le pouvoir du juge. Puisque sauf à amener qu'il y a un incident grave, ou etc. Enfin, je veux dire, sauf à amener l'intérêt de l'enfant, etc. Machin. Ben voilà, le juge juge en fonction de l'intérêt de l'enfant, mais en fait là, cette proposition-là, mais elle ne sera jamais acceptée, vise à dire que l'intérêt de l'enfant, c'est la résidence alternée, et donc le juge ne jugerait plus en fonction de ça. Mais de fait, c'est quand même un pouvoir discrétionnaire sur la décision du juge, donc en fait en pratique et juridiquement, mais même juridiquement, je pense que c'est pas possible en fait. Et par contre, il est possible qu'il y ait un certain nombre de... Enfin, il n'est pas impossible que
d'inscrire dans le code civil qu'il faut privilégier la solution de la résidence alternée en cas de conflit entre les parents. Rien à dire, voilà. Sauf qu'en fait, dans l'intérêt de l'enfant, il définit que, il y a un truc sur le conflit. En gros, Change la disposition. la résidence alternée, c'est pas quelque chose qui va apaiser le conflit dans la mesure où, de fait, les parents doivent quand même beaucoup plus communiquer, etc. Oui, mais c'est intéressant parce que ça montre que la marge de manœuvre en termes de transformation sociale, qui est quand même aussi en filigrane derrière, puisqu'il y a quand même une forme de critique de la façon dont la justice familiale fonctionne en reproduisant un ordre genré quand même avec, c'est ça, les devoirs pour les mères et les droits pour les pères. Mais ça, typiquement, on irait à l'encontre de ça, parce que c'est plus seulement le droit symbolique du père ou l'ingérence à distance sans supporter les coûts économiques, parce que la résidence alternée, c'est aussi les coûts économiques pour le père. Mais on voit bien que dans un système qui se base sur l'idée que de toute façon les 3/4 ils sont par consensus et que le juge n'a pas à s'ingérer parce que justement en matière de séparation les individus doivent être libres de choisir leur arrangement, la marge de manœuvre en fait pour instiller un tout petit peu de transformation sociale, elle est très limitée et qu'en plus quand on la propose on voit qu'elle soulève plein de problèmes en fait, donc d'autres ordres. Donc je trouve ça intéressant parce que vraiment ça montre que c'est pas si facile quoi, de penser comment bouger dans ce système-là. Sur ce point, c'est très ambigu en fait, cette formulation résidence alternée par défaut qui est utilisée notamment par les associations de pères, parce que comme ça, si on ne connaît pas trop le domaine, on pourrait très bien croire que c'est la résidence alternée généralisée à toutes les familles, qu'elles le souhaitent ou non. Voilà. Ce qui serait là, alors là, on transformerait un changement social majeur, quoi. Hop, faire moitié-moitié chez tout le monde. Bon. Or, effectivement, c'est absolument pas ça, et c'est pour ça que nous, à un moment donné, pas dans le livre, mais à un autre moment, on l'appelle un droit de veto du père, c'est qu'effectivement, dans ce cas-là, si tout le monde est d'accord comme d'habitude, c'est effectivement chez la mère. Si ils sont d'accord pour la résidence alternée, ils sont d'accord pour la résidence alternée, bon d'accord, mais après, si le père veut la résidence alternée, il l'obtient automatiquement. Voilà, c'est ça l'idée, mais il n'est jamais obligé de la prendre s'il ne la souhaite pas, quoi. Enfin, par contre, la mère peut être contrainte à la résidence alternée à partir du moment où le père le souhaite. Voilà, et là, pour le coup, c'est extrêmement asymétrique. Voilà. En termes de changement social, ça produirait des changements, mais pas énormes, à mon avis, puisque ça ne concerne pas tant de gens que ça. Mais par contre, c'est très fortement asymétrique. Mais c'est pour ça aussi que c'est une proposition politique qui a plusieurs couleurs, parce que c'est à la fois donc une proposition soutenue par des députés de droite proches de SOS Papa en France, et en parallèle, on a eu quand même cet amendement d'une sénatrice de gauche dans le cadre de la loi sur l'égalité. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir. Et avec l'argument selon lequel ça va diffuser, ça va contribuer à rééquilibrer le travail parental au profit dans sa maternité, entre hommes et femmes. Voilà. Donc, voilà. Et la double résidence, c'est promu un peu de cette manière-là aussi, quoi. Mais alors, avec ce truc bizarre que c'est complètement symbolique. Oui, mais c'est ça. Et voilà, que ça va symboliquement ça va encourager les gens à passer à un régime plus égalitaire. Voilà. C'était un des arguments qui était apporté au débat. Mais est-ce que protéger les parents, cette histoire, c'est complètement en phase avec ce que vous montrez sur l'histoire de coparentalité et la manière dont c'est symboliquement mobilisé par les juges. Donc, à quoi ça sert? C'est en fait la justice qui se donne l'illusion qu'elle a quelque chose à dire sur l'ordre social, alors même que concrètement dans le travail judiciaire, vu la manière dont ça se passe et que c'est par consensus les 3/4 du temps, en fait elle a rien à dire et que quand il y a conflit, c'est pas ça qui va jouer. Alors par contre, pour répondre à votre question du début, c'est que en fait, une des choses qu'on dit dans l'ouvrage, alors après on n'a pas les moyens de le démontrer forcément, mais moi j'y crois assez, c'est que de fait, la décision, il n'y a quand même pas ça qui compte. Voilà. Et que passer devant la justice, sachant que certains couples repassent quand même plusieurs fois, je pensais à j'ai cité ce qu'a ambulancière parce qu'il marche bien, mais aussi parce que moi j'y avais assisté et qu'il était vraiment très frappant. Elle s'était pris une avoinie, quoi, cette femme vraiment violente, pour rien en plus, parce que là pour le coup il n'y avait pas de conflit. Donc c'est un cas où il n'y a pas de conflit, les deux parents sont d'accord, voilà, à part comme d'habitude sur la pension alimentaire où l'enjeu c'était à 25 € près. Est-ce que c'est 100 ou 150 €? Donc du point de vue technique, si on la code dans la base statistique du ministère de la Justice, c'est un cas où il y a accord sur la résidence des enfants et des accords sur un montant de pension alimentaire relativement faible. Voilà.
après, quand on observe l'audience, il s'est passé que cette femme, on lui a dit qu'elle avait fait un truc très grave, alors dans ce cas-là, elle n'a pas dit vous allez bousiller vos enfants, mais qu'en tout cas, j'ai plus les termes en tête, mais qu'en tout cas, elle faisait quelque chose de catastrophique ou quelque chose comme ça, voilà. Et lui qui refuse de prendre les vacances parce qu'il doit travailler. Et là, il se passe rien. Voilà, c'est-à-dire que concrètement, quand le père dit ah ben non, moi je peux pas, la juge fait ah bon. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Alors on peut se dire c'est pas la décision, c'est pas, oui, c'est pas, il n'y a pas de décision judiciaire. La décision judiciaire, c'est finalement ils ont eu tous les deux ce qu'ils voulaient. Et après en termes de pension alimentaire, je sais plus trop. Je crois qu'ils ont fait, elle a coupé la poire en deux entre 100 et 150 euros et c'était 125 quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'il ne s'est rien passé du point de vue de la décision, mais il s'est passé quand même quelque chose. Voilà. De mon point de vue, il s'est passé quelque chose et pour y avoir assisté, je pense que ça. Enfin, voilà, ça l'a marqué cette femme quand même. Enfin, je parierais. Voilà, j'en sais rien. J'ai aucune preuve de ça. On n'a pas enquêté alors pour expliquer, on n'a pas enquêté du côté des justiciables autrement que par le dossier. Donc voilà, on ne sait pas si en fait ce truc-là n'a eu justement ce rappel à l'ordre symbolique lui a glissé dessus, voilà, ou si je peux pas le savoir. Mais en tout cas, pour l'avoir vu de manière répétée, en tout cas. Toute demande de ce type, en tout cas ce type de position ou une demande qui est par exemple je veux supprimer l'autorité parentale conjointe ou je veux limiter le droit de visite et d'hébergement du père parce qu'il ne sait pas faire à manger au gamin, qu'il est nourri mal, ce type de motif déclenche ce type de réaction très très forte. Voilà. Après, bon, est-ce que c'est pas aussi une des conséquences de l'activité judiciaire après tout? Autant que prendre des décisions. Oui, non, mais c'est ça, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est cette déconnexion entre cette fonction symbolique, normative, etc., de la parole du juge et la technique judiciaire qui va donner une décision qui, en fait, n'entérine pas ça. Donc, c'est pas pour dire que ça n'a pas d'effet, mais c'est intéressant cette déconnexion. Et que le juge se sente pris à partie quasiment personnellement, parce que vous décrivez des réactions d'orage quand on remet en cause ces normes de coparentalité qui, de fait, sont celles qui ont une traduction à la décision juridique la moins forte. Quoi. Donc c'est assez, je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que comme dit Hélène, je pense qu'il ne faut pas minimiser aussi le moment judiciaire pour les justiciables, parce que c'est quand même une violence symbolique hyper forte pour beaucoup d'entre eux. Il y a aussi quelque chose, peut-être sur cette question de la reconduction des arrangements, juste pour se défocaliser de la résidence, puisque c'est la résidence qui génère le plus de consensus, on va dire. Sur la question par exemple de la pension alimentaire, de fait, donc là on en parle plutôt dans le chapitre 5, ça génère des questionnements sur la rémunération du travail domestique, les arrangements professionnels, les carrières. D'ailleurs, on reprend le cas des ambulanciers dans le chapitre 5 pour montrer que de fait, ils ont le même métier, mais pas du tout les mêmes revenus, qu'ils n'ont pas du tout la même disponibilité parentale, etc. Donc, je pense que, par exemple, sur la question de l'argent, déjà, le juge est beaucoup plus présent puisqu'il y a beaucoup plus de désaccords et beaucoup plus de litiges. Et puis après, il y avait aussi un autre truc, c'est que quand il y a eu ces débats en France sur le fait de déléguer possiblement les divorces par consentement mutuel à un greffier, il y avait quand même cette idée que nous, on avait été sollicités par les médias, etc. Et ce qu'on disait, c'était que quand même, certes, les juges avaient peu d'impact sur les conséquences de la séparation, mais que quand même, il y avait des situations, par exemple, d'inégalités flagrantes, par exemple dans des consentements mutuels, qu'ils étaient capables de ne pas entériner s'ils considéraient que un des deux parties était vraiment complètement lésé, etc. Donc il y a aussi quand il y a consentement. Même quand il y a consentement pas sur la résidence. Donc ça veut dire que là, ils se donnent une marge de manœuvre par rapport à la norme de l'ultra petit A sur le... Alors oui, parce que sur le consentement mutuel, ils peuvent refuser d'homologuer le consentement mutuel. Bon, nous on n'a eu qu'un cas. Sur une cinquantaine de consentements mutuels, on a vu un cas où la juge a refusé d'homologuer. C'est effectivement pas gigantesque, voilà, la possibilité existe. Mais après, plus largement sur la question de est-ce que les juges peuvent changer le monde, ou
changer la famille, c'est sûr que c'est compliqué. Et ils ne sont pas tous tout à fait raccord sur cette possibilité. Par exemple, une des choses qui caractérise ce traitement quand même globalement asymétrique, c'est le fait que ils ne peuvent pas imposer, il n'y a pas de moyen, en tout cas jusqu'à récemment, parce que ça c'est aussi dans la loi APU, il n'y a pas de moyen, en tout cas pour imposer qu'un père prenne le droit de visite. C'est-à-dire que si une mère veut justement, non pas veut que les enfants soient avec le père un week-end sur 2 ou une partie des vacances et qu'il ne les prend pas, il n'y a pas de... Bon, alors il peut y avoir des sanctions a posteriori, c'est-à-dire qu'effectivement, là ça peut être si lui il vient demander quelque chose en termes de changement de résidence, c'est sûr que ça va être décompté à son débit, le fait qu'il n'ait pas pris les enfants les week-ends. Bon. Mais au-delà de ça, s'il les prend de manière irrégulière, s'il change d'avis tout le temps et qu'il décide au dernier moment de ne pas les prendre, etc. On a vu une juge qui avait décidé, qui s'est saisie d'une disposition qui existe apparemment, pas spécifiquement dans le droit de la famille, mais en général, qui est de mettre des amendes pour non-respect de je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. En tout cas, elle a dit au père qui prenait jamais qui changeait d'avis en permanence sur le week-end, en décidant au dernier moment de ne pas prendre les enfants le week-end alors que c'était prévu, qu'elle lui mettrait une amende, c'était une... Je retrouve la technique juridique justement à laquelle ça correspond. Une sorte d'amende en fait par week-end non pris. Et après, voilà, quand il est sorti, elle nous a dit j'ai aucun moyen d'appliquer ce truc-là, c'était juste pour lui faire peur. Voilà. Et donc, bon, voilà, après ils ont des gens face à eux qui connaissent pas grand-chose au droit la plupart du temps, et quand même dans bien des cas, il n'y a pas d'avocat. Donc, à la limite, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais après, l'effectivité de ce genre de truc, là aussi, c'est... On va peut-être prendre les questions de la salle, parce qu'il reste un gros quart d'heure. Donc,